vous voulez apparaître en mode plutôt silencieux, c'est libre à vous là, de garder vos micros, caméras fermés. En même temps, pour le présentateur, la présentatrice, c'est toujours agréable de voir quelques visages. C'est stimulant d'avoir l'impression de parler à quelqu'un. Donc, bienvenue à ce webinaire de la fin février, 26 février. Aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir Vincent Germano. Il est directeur technique de Mayan Québec et de Mayan Stratégie et Gouvernance France. Et il a 14 années d'expérience dans la gestion du risque inondation en France. Le webinaire qui nous présentera aujourd'hui, comme vous voyez sur la page titre, s'intitule « Démarche stratégique menée en France sur la gestion du risque inondation ». Juste un bref mot là, sur Mayan Québec. Donc, c'est Mayan qui a été mandaté notamment par le ministère de la Sécurité publique en association avec l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR, pour développer une approche standardisée de l'évaluation du risque inondation. Et cette approche permettra de guider là, un processus d'accès au financement pour des projets de gestion de risque inondation. Et ce travail s'inscrit notamment dans le cadre pour la prévention des sinistres, le CPS, et un programme qui s'étale de 2013 à 2020. L'intervention de Mayan permettra d'apporter, d'apprendre et d'échanger avec la vision française de la gestion de risque inondation. Donc, sans plus tarder, Vincent, je vais vous laisser la parole. Vous pouvez poser des questions dans le chat en cours de présentation et il y aura une période d'échange de 15 à 20 minutes à la fin de la présentation que j'animerai. Donc, à vous la parole. Merci, merci Madame Boyer. Alors, ce que je vais faire simplement, c'est peut-être juste couper ma caméra. Bon, j'ai pas la main, c'est pas très grave. Alors, bonjour à tous. Donc, voilà, Vincent Germano, directeur de Mayan Québec. Donc, avant de commencer cette présentation, je souhaite tout d'abord remercier le risque, bien évidemment, de me permettre d'animer ce webinaire qui sera axé donc, sur les démarches stratégiques menées en France sur la gestion du risque inondation. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est un petit peu différent peut-être des webinaires habituellement présentés et proposés dans le cadre du risque. Puisqu'on va pas, je ne vais pas vous présenter une analyse scientifique ou des résultats de travaux de recherche, mais plutôt vous présenter un exemple de démarche stratégique qui est initiée depuis maintenant une bonne vingtaine d'années en France, et vous présenter également des outils qui ont été mis en œuvre sur le territoire pour mieux gérer le risque inondation. Cette présentation, elle a été proposée, discutée également avec le risque afin de vous apporter un éclairage sur les futurs bureaux de projet qui sont mis en place actuellement au Québec, puisque ceux-ci se sont en partie appuyés sur des exemples de stratégies développées notamment en France. Donc, après une brève présentation de la société Mayan, le webinaire va s'articuler autour de 3 points principaux. Dans un premier temps, je vais vous présenter quelques éléments et chiffres clés sur la problématique d'inondation en France. Puis, je vous présenterai une certaine vision de l'évolution de la stratégie de gestion du risque. Et enfin, je terminerai par la mise en œuvre de la stratégie à travers les PAPI, les programmes d'action de prévention des inondations, que je vais développer en détail par la suite de la présentation. Donc, quelques mots pour commencer sur la société Mayan. Donc, la société Mayan a été créée en France en 2010. Son siège social se situe aujourd'hui à Montpellier, dans le sud de la France. Mayan peut se définir à la fois comme un centre de recherche appliquée, mais également comme un prestataire de services. Dans ce cadre, nous allions action et recherche, conseil et innovation. Et on travaille en très grande majorité avec des collectivités et des partenaires publics. Notre objectif aujourd'hui est de pouvoir apporter une réponse de proximité et de définir et de mettre en œuvre des solutions d'adaptation aux risques liés au changement climatique. Et on travaille principalement aujourd'hui sur la problématique du risque inondation. Donc, pour répondre aux demandes des territoires, Mayan est organisé en 4 pôles qui sont présentés donc, sur la diapositive. Le premier pôle s'intitule Eau et Société et il travaille principalement sur les questions de l'adaptation des bâtis et à la réduction de la vulnérabilité face au risque inondation. Le second pôle que je dirige également s'intitule Stratégie et Gouvernance. Ce pôle travaille principalement sur l'accompagnement des collectivités dans la définition des stratégies, des programmes d'action, dont les PAPI, mais également dans tout ce qui concerne la résilience des territoires, la planification et la gestion de crise notamment. Le pôle Créa Ecom travaille spécifiquement sur le volet communication et développe des outils innovants
de sensibilisation auprès de publics très diversifiés. Et enfin, le quatrième pôle de Mayan s'intitule Innovation 2.0 et travaille sur des solutions de demain, l'innovation, notamment à travers la data et le développement de solutions plus ergonomiques. Aujourd'hui, Mayan, c'est 50 agents qui sont donc répartis sur ces 4 pôles. Donc, le groupe Mayan est présidé par Madame Emma Aziza, qui est également notre fondatrice de la société et hydrologue reconnue en France et à l'étranger. La société Mayan est dirigée, le groupe Mayan est dirigé par M. Saketi. Depuis 2020, donc, notre société est implantée au Québec, mais avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, donc on a quelque peu retardé, on va dire, notre installation effective, notre déploiement sur le territoire québécois. Donc aujourd'hui, j'assure la direction de Mayan Québec depuis la France. Et donc voilà, j'espère pouvoir d'ici peu assurer cette mission directement depuis le territoire québécois. Donc, afin d'accompagner les acteurs publics au Québec, on s'appuie aujourd'hui sur des équipes complètes et pluridisciplinaires donc, françaises qui sont basées en France, composées d'hydrologues, de géographes, notamment de cartographes. Et on s'appuie également sur notre partenariat tissé avec les universités québécoises, notamment l'UQAM et l'Université Laval. Depuis 2020, donc, on est membre du RISC. Et enfin, on bénéficie de l'aide précieuse de Québec International et du MITAX dans le cadre du déploiement de notre activité. Donc aujourd'hui, on est en capacité de répondre aux besoins du territoire québécois, notamment des municipalités, des MRC, des organismes de bassin versant qui souhaitent définir et mettre en œuvre leurs stratégies et des outils de gestion et d'adaptation au risque d'inondation. Voilà, donc pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, la France, donc face au risque d'inondation, donc la France est exposée à différents types d'inondations. Les principales et les plus récurrentes sur notre territoire sont les inondations par débordement de cours d'eau. Donc, on en distingue différents types. On a les inondations de plaine acinétiques dites lentes. Donc, elles sont notamment liées aux crues des fleuves comme la Seine, illustrée sur la diapositive dans la traversée de Paris, ou la Garonne, comme ce fut le cas lors des dernières crues au mois de février, au début du mois de février de cette année. Donc, en général, ces crues surviennent après des longues pluies d'hiver, ou lors de crues printanières liées à la fonte des neiges, à des précipitations continues. La particularité de ce type d'inondation, c'est qu'elles peuvent durer et submerger des zones pendant plusieurs jours, voire des semaines entières. On trouve également des inondations de plaine, mais acinétiques plus rapides. Ces inondations-là surviennent après des pluies intenses notamment, mais elles ne durent souvent pas plus de 24 heures. Elles arrivent assez rapidement et repartent presque aussitôt. Et enfin, le troisième type d'inondation par débordement de cours d'eau concerne les inondations dites torrentielles, que l'on retrouve principalement dans les zones montagneuses ou sous le pourtour méditerranéen. Ces inondations sont beaucoup plus complexes à prévoir et à anticiper et causent des dommages majeurs de par leur soudaineté et leur force destructrice, notamment sur le plan humain, comme ce fut le cas tout récemment au mois d'octobre 2020, où malheureusement dans les Alpes-Maritimes, on a eu des inondations torrentielles qui ont causé plusieurs victimes et des centaines de millions d'euros de dommages. Ce type d'inondation est, comme je le disais, difficilement prévisible car il survient très souvent suite à des précipitations qui sont vraiment extrêmes. Au mois d'octobre, à titre d'exemple, on a enregistré en 6 heures 240 mm d'eau, c'est-à-dire 24 litres par mètre carré qui sont précipités en seulement 6 heures. On a d'autres types d'inondations, un peu dans le même registre, des inondations rapides et brutales. Et souvent, d'ailleurs, elles sont liées, on a des inondations par ruissellement urbain, aggravées par l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols. Beaucoup moins dommageables, mais moins connues et difficilement gérables, on a des inondations par remontée de nappe. On a également des inondations par submersion marine, qui sont de plus en plus fréquentes. L'exemple majeur est celui de 2010, en février 2010, avec la tempête Xynthia, qui a causé près de 60 victimes et plus de 1,5 milliard d'euros de dommages. Enfin, la France est couverte par plusieurs barrages, par d'importants barrages. Donc, on est également soumis à ce type d'inondation. Heureusement pour nous, la dernière inondation majeure de ce type a eu lieu en 1959. Donc, depuis, on n'a plus d'événements de ce type. Mais en 1959, le barrage de Malpasset avait causé plus de 400 morts.
Donc, en quelques chiffres, aujourd'hui, le risque inondation représente le risque naturel majeur en France, autant en termes de dommages que d'enjeux exposés ou de quantité d'événements majeurs subis. On a 17 millions d'habitants qui sont permanents, qui sont aujourd'hui exposés aux inondations par débordement de cours d'eau, soit près d'un habitant sur 4. On compte également plus d'1 million de personnes exposées au risque de submersion marine. En termes d'emploi, un emploi sur 3 est concerné, soit 9 millions d'emplois. Une commune sur 2 qui est exposée au risque d'inondation par débordement de cours d'eau, soit 40% du territoire. Un chiffre qui est en nette augmentation si on devait prendre en compte les autres aléas hydriques et notamment la problématique du ruissellement urbain. Enfin, les inondations représentent des dommages économiques majeurs, puisque chaque année, le coût moyen des dommages causés par les inondations est estimé entre 650 et 800 millions d'euros. Si on devait faire la conversion en dollars canadiens, cela représenterait plus d'1 milliard de dollars canadiens chaque année de dommages causés par les inondations. Donc, on est vraiment sur un risque qui est majeur, autant sur l'aspect sanitaire, social, humain que économique. Voilà. Donc, pour faire face à ce risque, l'État français s'est doté depuis de nombreuses années d'une importante quantité de lois et de règlements relatifs à la gestion du risque inondation. Donc, je ne vais pas vous faire, faute de temps et même d'intérêt peut-être, l'historique ni l'étalage de toute cette réglementation. Et je vais plutôt essayer de vous exposer le changement de perception qu'on a pu avoir depuis une vingtaine d'années sur la gestion du risque inondation. Donc, avant d'attaquer cette présentation, je vous ai mis à l'écran différents acronymes utilisés en France. Donc, on est assez friand de ce type d'acronyme. C'est peut-être le domaine du risque également qui veut ça, parce que ce n'est pas une spécificité française, loin de là. Mais voilà, d'avance, je vous prie de m'excuser si certains de ces acronymes surviennent lors de ma présentation et je pourrais vous les expliciter plus en détail par la suite en échange. Là, c'est qu'une partie des acronymes qu'on utilise dans le domaine de la gestion du risque. Je vous ai passé d'autres acronymes, notamment sur les types de structures et les intervenants qui interviennent sur la problématique du risque inondation. Donc, le risque inondation existe depuis toujours en France. Ce n'est pas une nouveauté de ces dernières années. Et comme dans la plupart des pays développés, finalement, il s'est fortement accru et accéléré du fait de l'urbanisation d'une part avec l'occupation humaine, mais également de la modification de tracés de cours d'eau, des pressions anthropiques qu'on a pu exercer sur les cours d'eau. Historiquement, on a souhaité très souvent canaliser, rectifier le linéaire des cours d'eau. Et aujourd'hui, avec l'effet du changement climatique et la hausse finalement des événements extrêmes que l'on rencontre, on voit finalement que les cours d'eau veulent reprendre tout simplement leur aspect naturel. Et on se rend compte que la nature est beaucoup plus forte que l'homme. Et donc, on est obligé finalement de changer de stratégie. Donc, c'est-à-dire qu'avant 1982, la France ne faisait rien pour prévenir les risques. De manière générale, on constate un premier tournant majeur cette année-là avec la mise en place du dispositif CatNat, donc catastrophe naturelle. Ce dispositif est important puisqu'il va introduire un principe de solidarité et il va également introduire un principe de reconnaissance finalement des victimes et des sinistrés des catastrophes naturelles et va permettre de les indemniser. Donc aujourd'hui, chaque année, on compte plus de 3000 communes qui bénéficient d'un arrêté catastrophe naturelle, ce qui permet d'indemniser plus rapidement et efficacement les personnes sinistrées. 1982, c'est également un premier tournant majeur sur la planification urbaine et la gestion de l'aménagement du territoire. Cette année-là vont être créés les plans d'exposition au risque, les PER, qui vont permettre, avec les moyens de l'époque, on n'a pas encore tous les outils, notamment de cartographie, d'SIG qu'on a aujourd'hui, et ils vont permettre de définir les premières zones dans lesquelles un risque naturel existe et d'y appliquer des règles de constructibilité ou d'inconstructibilité. Par la suite, donc, plusieurs lois ou décrets vont naître, notamment souvent même suite à des catastrophes majeures. Et parmi ces dispositifs réglementaires, on peut noter notamment 1990 avec un décret qui va intégrer un droit à l'information et qui va permettre à chaque personne, à chaque riverain, de bénéficier d'une information adaptée sur les risques auxquels sa commune est soumise. 1992, la loi sur l'eau, qui va introduire des notions qui nous paraissent aujourd'hui presque banales, mais des notions de gestion à l'échelle de bassins versants, et la création de schémas d'aménagement et de gestion des eaux
qui sont en quelque sorte l'équivalent des plans directeurs de l'eau que vous connaissez aujourd'hui au Québec et qui permettent ainsi d'avoir une gestion intégrée de l'eau dans ses différentes composantes sur l'aspect de la qualité de l'eau, de la ressource, des milieux aquatiques, mais également des inondations. 1995, la loi Barnier sur le renforcement de la protection de l'environnement. Loi majeure, je la cite, mais loi majeure puisqu'elle va introduire les plans de prévention des risques naturels qui vont devenir au fil du temps un outil majeur incontournable de la gestion du risque. J'y reviendrai un peu plus loin dans la suite de la présentation. Et cette loi va également créer les fonds de prévention du risque naturel majeur, le FPRNM, qui renforce le principe de solidarité, car désormais chaque citoyen va cotiser directement via son contrat d'assurance à l'alimentation de ce fonds, qui permettra ensuite d'indemniser les victimes des catastrophes, également de financer des actions, des travaux de gestion du risque inondation via les dispositifs PAPI que l'on va voir par la suite. En fin des années 90 et début d'année 2000, la France va être profondément meurtrie par des événements successifs. Pas que d'inondations. En 1999, on a des crues assez exceptionnelles dans le département de l'Aude qui ont créé des dizaines de morts. On a également une tempête qui sévit sur toute la partie nord de la France qui va causer des milliards d'euros de dégâts. Et donc, on va avoir toute une série d'événements majeurs qui vont en parallèle donc, voir la naissance de différentes lois, de différents dispositifs. Je vous ai cité notamment donc, la création des PAPI en 2002, également la loi RISC en 2003, une loi sur la modernisation de la sécurité civile en 2004. Et toutes ces lois vont voir se développer finalement des dispositifs de prévention, de prévision et de planification, également de gouvernance. En 2010, c'est une année également catastrophique pour la France, avec deux événements majeurs. Je vous l'ai cité tout à l'heure, la tempête Xynthia en février. Et puis, au mois de juin 2010, à une période assez finalement exceptionnelle, on va connaître des inondations majeures dans le Var, avec 25 morts de nouveau. Cette année-là est également introduite dans la loi française la directive cadre européenne inondation, dont je vous parlerai un peu plus loin. Enfin, la dernière grande évolution réglementaire en date, c'est l'entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, donc pour gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, et qui va donner également un nouveau tournant à la gouvernance et donner un rôle majeur finalement à la gestion nouvelle des inondations et notamment des ouvrages de protection. Donc, en plus de ces principales lois, de nombreuses circulaires, des décrets, des outils vont évoluer la réglementation française et les dispositifs, qu'ils soient liés à la prévision, à la prévention, à la gestion des aménagements, etc. Ce qu'on observe au fil des années, c'est un changement de vision, de paradigme dans la gestion du risque inondation. En effet, jusque dans les années 70-80, la gestion des inondations est surtout axée sur le principe de se protéger contre les inondations ou de lutter contre. Donc, on va surtout essayer finalement quelque part de dompter les cours d'eau. C'est quelque chose qui va évoluer pendant des années et puis petit à petit qui va laisser place à une autre vision qui est beaucoup plus centrée finalement sur l'enjeu. Ce changement de vision va naître également du constat que toutes les digues finalement qui avaient été créées depuis des années elles peuvent rompre tout simplement sous l'effet de la pression des eaux et que finalement elles n'ont pas été dimensionnées pour les événements extrêmes et qui sont finalement de plus en plus récurrents et qu'on observe de plus en plus régulièrement sur notre territoire. Donc on va changer de vision et on va passer d'un aléa centré, c'est-à-dire quelque part d'une maîtrise de l'aléa et du cours d'eau, sur un enjeu centré et donc plutôt sur une adaptation des comportements et un principe de mieux vivre avec les inondations. Donc ce changement de vision, il est clairement aujourd'hui retranscrit dans une récente instruction gouvernementale qui réaffirme les priorités du gouvernement en matière de gestion des risques naturels et notamment d'inondations à travers 6 axes majeurs. Ce qui est intéressant en fait dans cette instruction, c'est le constat qui est fait, qui est qu'une évolution est attendue sur le nombre et l'intensité des phénomènes naturels majeurs et que cette évolution est liée au changement climatique. Donc, 6 axes d'action vont être définis, 6 priorités en tout cas vont être définies dans le cadre de cette instruction.
La première est de faire de l'information sur les risques une priorité affichée. Ici, il s'agit de renforcer le rôle du citoyen. Ce point-là a été évoqué la semaine dernière lors du webinaire du risque sur le fait que les inondations pourraient être très traumatisantes pour les populations. Pour cela, le parti pris est de mieux préparer, de mieux informer les populations afin que les inondations soient moins traumatisantes et fassent de fait le moins de victimes possible, victimes psychologiques et victimes humaines. Développer la prise en compte du risque dans l'aménagement, donc ça va passer par le déploiement des plans de prévention des risques naturels et de l'adaptation également des bâtis à travers des démarches de réduction de la vulnérabilité. Le point 3 sur l'adaptation de la prévention des risques naturels terrestres aux spécificités des territoires vise à identifier les sites dangereux et à développer une organisation de crise qui soit plus adaptée. On va également essayer d'orienter la structure et la mise en œuvre de la prévention des inondations et des submersions marines par le déploiement de différents dispositifs stratégiques qu'on va voir juste après cette diapositive. Hiérarchiser les priorités de la police des ouvrages hydrauliques dans le contexte de la GEMAPI. L'objectif est d'améliorer les principes de surveillance, de contrôle des ouvrages, donc les barrages, les digues, dans un objectif de sécurité publique. Et enfin, le dernier principe consiste à préparer, prévoir et gérer la crise inondation, notamment par une meilleure surveillance des cours d'eau et une meilleure anticipation des événements. Le changement majeur donc, de ces dernières années dans la gestion du risque inondation en France est intervenu donc, avec la directive inondation. Cette directive a été définie par la Commission européenne en 2007, suite à des catastrophes d'inondation un peu partout en Europe. Et elle va être retranscrite dans le droit français en 2010, donc à travers donc, la directive inondation. Cette directive se décline en plusieurs phases. La première, c'est la stratégie nationale de gestion du risque inondation qui va donner un cadre global d'intervention et qui affiche donc les priorités à suivre sur les prochaines années. Donc, il y a 3 objectifs prioritaires dans la SNGRI, donc, qui a été approuvée en 2014. La première est d'augmenter la sécurité des populations exposées. L'objectif ici est de limiter au maximum les pertes en vie humaine. Cela passe par le développement de la prévision, de l'alerte, de la mise en sécurité, d'une meilleure connaissance des bons comportements à adopter, mais également par une meilleure maîtrise de l'urbanisation dans les zones inondables. Le deuxième objectif vise à stabiliser à court terme et réduire à moyen terme le coût des dommages liés aux inondations. Donc, cela passe notamment par des mesures de réduction de vulnérabilité. Et enfin, le troisième objectif est de raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. Cela va passer par des dispositifs, par une meilleure connaissance des enjeux, par également des dispositifs de réduction de vulnérabilité et également par une meilleure gestion des crises et des situations d'urgence. Ces objectifs prioritaires se déclinent ensuite en 4 défis à relever qu'on va développer un peu plus loin, mais qui reposent sur développer la gouvernance et les maîtrises d'ouvrage, aménager durablement les territoires, mieux savoir pour mieux agir et apprendre à vivre avec les inondations. On voit en fait à travers ces orientations et ces objectifs qu'on est vraiment passé sur une vision assez différente de ce qu'on pouvait avoir au préalable, qu'on est vraiment aujourd'hui sur une adaptation et sur voilà, un mieux vivre avec le risque d'inondation. Enfin, la SNGRI repose sur 4 principes. Le premier principe est celui de la solidarité. Donc, on parle ici de la solidarité amont-aval à l'échelle des bassins versants. Donc, l'objectif est d'éviter, par la création d'aménagements, d'impacter la situation et d'aggraver les enjeux à l'aval. Mais on parle également de solidarité par la contribution de chaque citoyen au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, comme j'ai pu l'aborder juste avant. Le deuxième principe est celui de la subsidiarité, avec une mobilisation des acteurs selon la répartition des compétences de chacun et le rappel du principe que la gestion des risques est l'affaire de tous. Le troisième principe est celui de la synergie. Donc, on va rechercher au maximum à combiner gestion des inondations avec préservation des milieux aquatiques, avec la préservation du littoral. Donc, il s'agit ici de mener une gestion dite intégrée du risque inondation et de s'assurer que les dispositifs qui sont définis pour réduire l'aléa n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Enfin, le quatrième principe est celui de la priorisation qui repose sur la définition de stratégies adaptées et d'attribution de moyens humains et financiers qui sont pertinents à l'échelle de chaque territoire.
Ce principe-là repose également sur l'évaluation des résultats de la politique qui est mise en œuvre dans le principe d'amélioration continue, notamment sur la base des retours d'expérience qui sont réalisés suite à des événements et sur les bilans des dispositifs qui sont mis en œuvre. Donc, la stratégie nationale de gestion du risque est ensuite déclinée à différentes échelles géographiques. La première, donc, c'est à l'échelle des grands bassins hydrographiques. Donc, on a 6 grands bassins hydrographiques ou grands bassins versants en France métropolitaine. Et la SNGRI donc, va se décliner sous la forme de plans de gestion du risque inondation, qui finalement, ces plans-là vont reprendre les grandes orientations stratégiques de la SNGRI, mais vont les décliner en tenant compte des spécificités locales et de la cinétique des crues, notamment sur chaque grand bassin. Ensuite, sur la base de ces PGRI, vont être déclinées des stratégies locales de gestion du risque inondation qui vont en fait donner un cadre un peu plus précis et encore une adaptation plus locale à cette stratégie issue des PGRI. Et cette stratégie locale, cette SLGRI, va ensuite être déclinée à une échelle encore plus petite, à l'échelle de sous-bassins ou de petits bassins versants, à travers les programmes d'action de prévention des inondations. Donc, il est précisé que l'ensemble de ces dispositifs sont programmés sur des périodes renouvelables de 6 ans. Donc, au bout de 6 ans, on reprend l'ensemble des dispositifs PGRI, SLGRI, PAPI, et on reconduit de nouveau des nouveaux programmes d'action. Là, actuellement, donc, on est à la fin de la première phase des PGRI, et donc on est en train de construire la seconde phase à partir de 2021-2022. Voilà, donc pour terminer cette présentation, je vais vous présenter notre dernier outil stratégique mis en œuvre en France au niveau local et à travers donc, les dispositifs d'IPAPI, donc les programmes d'action de prévention des inondations. Donc, le dispositif PAPI a été créé en 2002. Donc, à la base, le PAPI, c'est un appel à projet qui est initié par l'État et qui permet finalement aux collectivités de bénéficier de financement pour mener des projets importants, notamment des projets de travaux, des projets de confortement, donc des projets assez coûteux, tout en intégrant d'autres types d'actions, notamment de sensibilisation, de gestion de crise, etc. Ensuite, le PAPI va évoluer, il va y avoir des modifications, notamment de son cahier des charges, de son cadre d'intervention. Aujourd'hui, on est dans la 3e phase, on va dire, des PAPI, et encore que cette année, on a eu encore une modification, un ajustement du dernier cahier des charges des PAPI, et donc des attentes en termes de contenu et de stratégie d'action. Le PAPI se présente aujourd'hui comme le dispositif permettant la mise en œuvre de la SLGRI. Par définition, donc le PAPI, c'est un outil technique car il permet de mener des actions concrètes sur le territoire. Donc, on va le voir, il y a différents types d'actions qui sont proposées. Et c'est aussi et avant tout un outil financier car grâce au PAPI, aujourd'hui, donc il y a un contrat finalement passé entre les collectivités et des partenaires financiers. Donc, grâce au PAPI, donc, les collectivités peuvent bénéficier de subventions assez importantes de la part de l'État dans un premier temps, à travers donc, les fonds de prévention que je vous ai cités tout à l'heure, mais également par des interventions d'autres collectivités locales comme les départements et les régions, qui sont les strates administratives, on va dire supra des communes et des structures intercommunales. Le PAPI, aujourd'hui, représente donc un levier majeur, et donc, voilà, comme je vous disais, on peut avoir jusqu'à 80% d'aide sur certaines dépenses liées à des travaux ou à des actions diverses. Donc, le PAPI aujourd'hui, donc quelques principes rapidement, mais donc il n'y a pas de limite de taille pour mettre en place un PAPI. On a des PAPI aujourd'hui en France qui représentent quelques centaines de kilomètres carrés jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres carrés. Il n'y a pas de limite de coût. On a des PAPI de quelques centaines de millions d'euros et d'autres jusqu'à plusieurs dizaines, presque centaines de millions d'euros aujourd'hui. Tous les types de risques d'inondation sont pris en compte à travers les PAPI, que ce soit submersion, ruissellement ou débordement de cours d'eau. Et la seule règle finalement pour la mise en œuvre d'un PAPI pour sa réussite, c'est une volonté forte du territoire. Donc, il faut qu'il y ait un engagement politique fort au niveau local de s'engager dans cette démarche. Un autre principe, c'est que donc, le PAPI repose sur une forte concertation
entre différents types d'acteurs. On le verra, mais on a des acteurs donc de l'État, des intervenants des collectivités, de population. La population également peut participer à ces démarches de concertation. Et donc, c'est un outil qui permet d'avoir une gestion intégrée du risque inondation, puisque donc, on va le voir, elle traite de différentes thématiques dans une 360 de gestion du risque. Donc, il y a 5 principes clés. Le papier aujourd'hui va être résumé on va dire, en 5 principes clés qui rejoignent fortement les grandes orientations de la stratégie nationale de gestion du risque. Le premier principe que je peux vous présenter, c'est celui du partage. Donc, on en a parlé, mais l'objectif du PAPI, c'est vraiment de pouvoir partager avec l'ensemble des acteurs du territoire dans un principe clé de concertation. Donc, l'ensemble des acteurs, on en a parlé, il y a les partenaires techniques et financiers, les collectivités, les services de l'État. On a différents partenaires publics et privés, des représentants du monde agricole, du monde des activités économiques. On a également la population qui peut être associée à la démarche. L'idée à travers le PAPI, c'est vraiment de faire émerger une volonté commune et un besoin cohérent à l'échelle du territoire. Le deuxième principe, c'est celui de l'adaptabilité. Le PAPI propose aujourd'hui un programme qui doit être modulable et propre à chaque territoire, dans le respect des grandes orientations stratégiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Il n'est pas question de transposer un PAPI sur un autre territoire. Il faut vraiment que le PAPI réponde aux caractéristiques du territoire, aux besoins, aux moyens également du territoire. Et pour cela, donc, au démarrage de la démarche PAPI, un diagnostic approfondi du territoire va être réalisé, notamment sur la base des rétex, des retours d'expérience suite à des événements. Le PAPI donc, est également adaptable donc, selon la taille du territoire. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle des gros PAPI, donc à la fois en termes de taille, en termes de montant, et des plus petits PAPI sur des petits territoires avec des montants beaucoup plus faibles. Le troisième principe est celui de la cohérence. Donc, le PAPI, on l'a vu, doit être cohérent avec les dispositifs qu'on appelle supra, donc la SLGRI, les PGRI. Mais il doit également être cohérent avec les différentes lois qui régissent la gestion du risque et l'aménagement, notamment l'aménagement des sols en zone inondable. Le quatrième principe est celui de la transversalité. On parle ici donc de gestion intégrée du risque. Comme on va le voir plus loin, le PAPI traite d'une vision 360 degrés du risque. Donc ça passe par de la sensibilisation, par de la réalisation de travaux très conséquents. Pour cela, donc, le PAPI est structuré à travers 7 axes thématiques qu'on va développer juste après. Et enfin, donc, le dernier principe clé est celui de l'équilibre. Donc, il ne s'agit pas de traiter dans un PAPI que d'un volet thématique, mais il faut vraiment aborder à travers le PAPI l'ensemble des axes, l'ensemble des axes donc, qui fondent finalement l'intérêt de la démarche PAPI. L'équilibre réside également dans la faisabilité technique, humaine et financière. L'objectif est vraiment de proposer un programme qui soit réaliste et réalisable dans la durée de 6 ans, donc du dispositif PAPI. Alors, donc, concrètement, comment on va se faire une démarche PAPI donc, comme évoqué juste avant, donc, il n'y a pas de PAPI réussi, en tout cas, sans un engagement et une volonté forte des élus du territoire. Il peut y avoir une incitation des services de l'État à mener une démarche PAPI, mais il n'y a pas d'obligation. Par contre, comme on l'a dit, le PAPI va être un levier financier majeur. Mais donc, s'il n'y a pas de volonté du territoire, volonté politique forte, il n'y aura pas de PAPI, ou en tout cas pas de réussite dans ce PAPI. C'est vraiment la clé, finalement, de l'efficacité de ce type de dispositif. Une fois donc, il y a cet engagement qui est pris, une structure va être désignée comme structure porteuse de la démarche, animatrice de la démarche PAPI. Très souvent, il va s'agir de structures de bassin versant. Donc, c'est l'équivalent au Québec des organismes de bassin versant. Et ces organismes-là vont avoir l'intérêt qu'ils ont une vision assez fine finalement du fonctionnement hydraulique et hydrologique à l'échelle du bassin versant. Et ils ont également une vision un peu multidimensionnelle, puisqu'ils vont prendre en compte également d'autres aspects, notamment les milieux, des problématiques de qualité ou de quantité de la ressource en eau. Ensuite, donc, différentes études vont permettre d'établir ce qu'on appelle donc, un dossier de candidature, qui repose, lui, sur un diagnostic du territoire et sur la définition d'une stratégie adaptée. Donc, on est sur une démarche assez classique.
Et suite à cette stratégie, donc, on va définir un plan d'action avec différents maîtres d'ouvrage, différents porteurs d'action, avec des montants financiers définis et des partenariats, des interventions financières des différents partenaires. Ensuite, ce dossier est remis dans les mains des services de l'État pour être instruit et être ensuite labellisé afin d'engager les montants financiers des différents partenaires. Donc, cette phase en fait de construction du dossier de candidature et de labellisation, elle dure en général entre 1 année à 2 années minimum. Et ensuite, donc, on rentre dans la phase de mise en œuvre de 6 ans. Et à mi-parcours et en fin de dispositif PAPI, on va faire une révision, on peut faire des ajustements. Et ensuite, on peut repartir sur un nouveau cycle de 6 ans par la rédaction de nouveau d'un dossier de candidature. Et donc, on repart sur un nouveau cycle de 6 ans d'opération. Donc, le PAPI repose sur un principe de gouvernance partagée. Donc, l'idée, c'est d'avoir aujourd'hui, les PAPI sont coportés, on va dire, entre les services de l'État et donc la structure identifiée comme porteuse animatrice du programme. L'État va avoir un rôle plutôt de vérifier, de contrôler que le dispositif PAPI suit bien les orientations stratégiques de la SNGRI et des différents dispositifs plus locaux. Et également, l'État, en tant que partenaire financier majeur et principal du dispositif, a un rôle clé dans la démarche de gouvernance et de concertation. Ensuite, donc, on a d'autres partenaires, donc les partenaires locaux, donc voilà, je vais citer les régions, départements, également l'instance de l'agence de l'eau qui peuvent apporter un soutien technique et financier sur différentes actions. Et enfin, les structures intercommunales, donc c'est l'équivalent des MRC, les syndicats de rivières, les communes vont ensuite, elles, mettre en œuvre les plans d'action et animer les démarches territoriales. Ensuite, tout ce processus de gouvernance va être assuré tout au long de la démarche PAPI à travers des comités de concertation qui vont associer l'ensemble des acteurs et des partenaires techniques, voire également la population. Et donc, ce principe de concertation répond à la première orientation stratégique de la SNGRI, qui est de développer la gouvernance et les maîtrises d'ouvrage. Je vais accélérer un petit peu. Donc, concrètement, que contient un PAPI? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le PAPI comprend 7 actes d'action. Donc, je vais vous les présenter en prenant comme référence les orientations stratégiques de la SNGRI. Donc, la première orientation qu'on a citée tout à l'heure est d'aménager durablement les territoires. Donc, le principe ici est simple, il faut éviter de construire dans les zones qui sont les plus exposées et donc de mettre en danger les populations usagers de ces espaces. Donc, pour ça, on dispose en France depuis 1995 des plans de prévention des risques d'inondation, des PPRI, qui sont aujourd'hui établis par les services de l'État en concertation avec les collectivités locales. Donc, le PPRI, en quelques mots, il permet de réglementer l'usage du sol dans les zones dites à risque d'inondation en prenant comme référence une crue dite centenale, c'est-à-dire une crue qui a une chance sur 100 d'arriver chaque année. C'est la crue de référence. Cette crue de référence peut également être reliée à un événement majeur survenu sur le territoire. Le PPRI, il a une portée forte puisqu'il vaut servitude d'utilité publique et donc il est annexé et prévaut sur les documents d'urbanisme locaux. Le PPRI, il comprend une cartographie dite de zonage réglementaire, donc je vous ai mis un extrait à l'écran. Et il comprend également, donc pour chaque zone, pour chacune des zones, il va comprendre un zonage, un règlement, pardon, avec des règles de constructibilité. Par exemple, sur le niveau de construction du rez-de-chaussée, sur le type d'activités qui peuvent être implantées selon les zones à risque. Par exemple, les zones dites au rouge, donc là où l'aléa est le plus important, le risque est le plus important, pardon, on va éviter par exemple d'implanter des établissements sensibles, par exemple un établissement hospitalier ou une école dans ces zones-là. Le PPRI va également pouvoir préconiser ou voire même imposer des mesures de mitigation, par exemple la mise en place de batards d'eau ou la création d'un étage ou d'un espace refuge sur certaines habitations situées donc dans les zones à risque. Aujourd'hui, donc près de 40% des communes en France sont couvertes par un plan de prévention du risque naturel, puisqu'on a des PPR également sur le mouvement de terrain, sur le risque incendie de forêt, mais les 3/4 des communes couvertes sont couvertes par un plan de prévention du risque inondation. Donc, ça représente près de 13 000 communes aujourd'hui sur le territoire.
L'aménagement durable des territoires passe également par une meilleure conciliation de la prévention des inondations et de la préservation des milieux aquatiques et par le maintien de l'efficacité des dispositifs existants. Donc, ces aspects-là sont traités dans les axes 6 et 7 du PAPI qui ont pour objet donc, de ralentir les écoulements et de gérer les ouvrages de protection hydraulique. Donc, le but ici, c'est de réduire l'aléa, mais en favorisant des techniques dites douces, c'est-à-dire plutôt portées finalement sur le bon fonctionnement des cours d'eau. Donc, on va essayer de redonner un peu plus d'espace aux cours d'eau en restaurant par exemple des zones d'expansion de crues ou en travaillant sur les espaces de liberté, les espaces de mobilité des cours d'eau. Ça passe également par la recréation d'une ripisylve qui soit adaptée aux cours d'eau et un bon entretien de cette ripisylve pour éviter les risques d'embâcle, notamment de bois mort en cas de crue. Ces types d'opérations passent également par la suppression de verrous hydrauliques. Donc, on va retrouver dans les papilles des opérations, par exemple, de recalibrage de cours d'eau ou de reprise, par exemple, de ponts pour laisser passer des débits plus importants. Concernant les digues, donc aujourd'hui, elles sont autorisées. On continue à faire de la digue, évidemment, en France et dans le cadre des papilles. Mais elles sont aujourd'hui un peu plus contraintes, notamment sur des aspects de justification. Donc, on va en fait retenir la digue comme la dernière solution possible pour protéger des enjeux importants. Donc, la digue, au-delà donc, de tout ce qui concerne la réglementation sur la loi sur l'eau, sur la préservation des milieux aquatiques, sur l'impact sur la faune et la flore, les digues sont également sujettes davantage que d'autres opérations de travaux à d'autres contraintes, notamment sur l'aspect de l'efficacité économique et de la rentabilité économique de ce type d'aménagement, puisqu'on est sur des aménagements qui sont très coûteux, à la fois en termes de conception, mais également derrière en termes d'entretien. Donc, il y a des analyses coûts-bénéfices et des analyses multicritères qui sont aujourd'hui imposées selon un certain montant, mais notamment sur tout type d'ouvrage hydraulique qui serait proposé dans le cadre d'un PAPI. Concernant donc l'orientation mieux savoir pour mieux agir, donc cette orientation stratégique est traitée dans le PAPI à travers l'axe 1 qui concerne l'amélioration de la connaissance et de la gestion du risque. Donc ici, on va chercher à développer notamment les retours d'expérience suite aux événements survenus pour mieux connaître la cinétique des événements et les conséquences. Ça passe également par la réalisation de différentes études de diagnostic approfondi territoire, de production de cartographie sur les aléas, sur les enjeux. Et tous ces éléments-là vont permettre d'alimenter, de mettre à jour le diagnostic initial qui avait été réalisé pour le premier dossier de candidature à la labellisation. Mieux savoir pour mieux agir passe également par l'axe 2 du PAPI sur la surveillance, la prévision des crues et des inondations, et donc par une amélioration de la connaissance des phénomènes d'inondation et de ses conséquences. Aujourd'hui, en France, on bénéficie d'un dispositif qui commence à être bien rodé et qui est très efficace, qui s'intitule Vigicru, qui concerne la plupart du réseau hydrographique, en tout cas des grands cours d'eau français. Donc, vous les voyez sur la carte en vert et en jaune. Et ce dispositif Vigicru fournit une vigilance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur donc, les niveaux en fournissant donc, différents niveaux de risque de débordement. Et puis, ça permet donc de mieux anticiper ces débordements et donc la gestion de crise qui en découle. En fait, le dernier axe du PAPI relié donc, à l'orientation stratégique, mieux savoir pour mieux agir, c'est l'alerte et la gestion de crise. L'objectif ici est de mieux se préparer pour améliorer la résilience des sociétés. Donc, on a eu la loi de 2004 sur la modernisation de la sécurité civile qui a introduit un nouveau principe, un nouveau concept qui est que la sécurité est l'affaire de tous et il a placé le citoyen au premier rang de la sécurité civile. Donc aujourd'hui, on a différents dispositifs qui sont mis en œuvre afin de rendre les sociétés plus résilientes face aux inondations, mais également face à tout type d'événements qui dépassent finalement la gestion courante d'une commune notamment. Donc chacun à son niveau va pouvoir s'organiser. Donc par exemple, au niveau communal, les mairies s'organisent en mettant en place un plan communal de sauvegarde qui permet notamment de gérer l'alerte, la mise à l'abri des populations. Les établissements scolaires, les entreprises, les établissements recevant du public vont disposer de plans particuliers qu'on appelle des plans de mise en sûreté. Et le particulier en lui-même, le citoyen lui-même peut disposer de son propre plan
qui lui permet de s'organiser, de mieux gérer un épisode d'inondation, donc qu'on appelle le plan familial de mise en sûreté. Afin d'assurer donc toute cette coordination et tous ces acteurs, tous ces dispositifs, auxquels on peut également rajouter les intervenants de la sécurité, qui sont la gendarmerie, la police, les pompiers. On propose régulièrement, notamment nous au sein de Mayan, des exercices de simulation de crise inondation et qui permettent du coup de tester ces différents dispositifs et de veiller à la cohérence des différentes interventions. Enfin, donc la dernière orientation stratégique concerne de la stratégie nationale concerne le concept d'apprendre à vivre avec les inondations. Donc cette orientation est traitée dans le papier de nouveau à travers l'axe 1 dans l'objectif de sensibiliser, de développer la culture du risque et d'adopter les bons comportements. Aujourd'hui, la stratégie de sensibilisation passe par une libre information sur les risques auxquels donc, sont soumises les populations. Et donc, on a énormément d'outils finalement qui sont proposés à différents échelons. On a des dossiers départementaux sur les risques majeurs, on a des documents d'information communaux sur les risques majeurs. Il y a également une obligation d'informer un acheteur ou un locataire d'un bien immobilier de la sinistralité du bien, de l'historique des événements qui ont pu toucher le bien. On pose également des repères de crue qui témoignent des niveaux atteints par les épisodes passés. Donc, on a une multitude d'outils, de dispositifs qui sont proposés. L'important n'est pas forcément d'en faire des quantités, de multiplier tous ces outils, mais vraiment d'avoir des outils qui sont adaptés à la fois au public cible, mais également au territoire en lui-même. Donc, il ne s'agit pas ici de faire des généralités, mais plutôt d'adapter le discours et surtout de l'adapter au contexte local pour vraiment toucher le plus grand nombre et que ces messages restent bien ancrés dans l'esprit des citoyens. La sensibilisation, elle passe également par d'autres vecteurs, par d'autres types de dispositifs, notamment par le développement d'une culture risque chez les plus jeunes. Donc, on propose notamment chez Maya des interventions pédagogiques dans les classes, par exemple élémentaires, donc pour des enfants de 10 ans, autour de 10 ans. Donc, on va faire des interventions pédagogiques pour leur expliquer à la fois le fonctionnement des cours d'eau, le fonctionnement des milieux aquatiques, leur expliquer le risque d'inondation et leur inculquer dès le plus jeune âge finalement les bons comportements et les bons gestes à avoir en cas d'alerte, en cas d'inondation. Il y a d'autres publics qui nous paraissent prioritaires finalement à former et à sensibiliser. Ce sont les élus ou les intervenants de la sécurité publique. Il est important que les décideurs locaux, les premiers intervenants, soient bien formés et bien sensibilisés à ce qu'est une inondation et derrière, évidemment, à comment bien adapter les comportements et à donner les bonnes consignes à la population. Donc aujourd'hui, on considère qu'il n'y a pas de dispositif de communication unique et parfait, mais il s'agit encore une fois de bien les adapter au contexte et aux cibles locales. Enfin, donc, apprendre à vivre avec les inondations, c'est adapter les bâtis aux aléas climatiques et favoriser donc ainsi le retour à la normale. Donc, on a un axe spécifique dans le PAPI qui traite de la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes. Donc, l'objectif ici est à la fois d'améliorer le retour à la normale, mais évidemment également de réduire les dommages économiques, puisqu'on va pouvoir protéger les biens immobiliers, que ce soit au niveau des habitations, des activités économiques, donc de tout ce qui concerne les bâtis. Donc aujourd'hui, Mayan réalise près de 1000 diagnostics de ce type chaque année auprès de biens qui sont situés en zone inondable. Donc, je vous ai mis quelques illustrations de schémas et de documents de diagnostic qu'on propose. Ce volet adaptation, aujourd'hui, il est devenu majeur dans la gestion du risque inondation, vraiment dans ce concept, encore une fois, de s'adapter et de mieux vivre avec les inondations. Et il est devenu majeur également pour l'État, puisqu'aujourd'hui, l'État finance jusqu'à 80% les particuliers directement pour la mise en œuvre des travaux de mitigation. Donc, ça peut être la mise en place de clapets anti-retour, de dispositifs de protection type bâtard d'eau, ou la création d'espaces refuges pour que les personnes puissent se mettre à l'abri le temps d'être secourues par les pompiers. Voilà, donc pour résumer un peu plus simplement ce que je viens de vous présenter, avec la quantité d'acronymes qu'on a pu aborder rapidement,
En résumé, donc, il y a cet axe dans le PAPI auquel on peut rajouter l'axe animation de la démarche, donc l'aspect gouvernance. Et donc, chacun de ces axes est cohérent avec les orientations stratégiques de la stratégie nationale de gestion du risque inondation. Et évidemment, chaque axe du PAPI va être cohérent avec la SSGRI et les PGRI, c'est-à-dire les dispositifs intermédiaires entre l'orientation nationale et les dispositifs plus locaux. Voilà. Pour conclure cette présentation, quelques éléments. Donc pour vous dire qu'on a, donc, comme vous l'avez vu, on a connu une forte évolution de la gestion du risque inondation, un peu au rythme aussi des catastrophes, hein, évidemment, ce qui n'est rien de surprenant à ce niveau. Sans catastrophe, sans événement, on ne se poserait pas la question de la gestion peut-être de ce type d'événement. Mais ce recul-là montre vraiment l'importance de faire des retours d'expérience. C'est un terme qu'on aborde de plus en plus, qui a été abordé récemment lors des webinaires de la sécurité publique. Mais il est vraiment majeur, important de faire ces retours d'expérience, à la fois pour améliorer les connaissances, améliorer également tout ce qui va concerner les modélisations hydrauliques, puisqu'on va pouvoir faire des relevés des laisses de crue qui vont permettre ensuite de réajuster plus finement les différents modèles et donc les cartographies de zones inondables. Et évidemment, les retours d'expérience vont permettre de faire le bilan sur ce qui s'est bien passé, ce qui peut encore être amélioré à tous les niveaux, que ce soit dans la prévision, dans l'alerte, dans la gestion de crise ou dans finalement l'efficacité de certains aménagements. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a vraiment une prise de conscience collective. Finalement, tous les échelons, que ce soit au niveau des collectivités, au niveau des services de l'État, au niveau des partenaires, sont vraiment mobilisés sur la question du risque inondation. On a des outils multiples, on a une multitude de lois, de règles, d'acronymes, etc. Vous avez pu le voir, donc parfois ça peut rendre la gestion un peu complexe. On a aujourd'hui une réelle volonté d'articuler la prévention des inondations et la préservation des milieux aquatiques. Il y a vraiment une prise de conscience qui a eu lieu voilà, il y a quelques années. J'ai eu la chance, grâce à mon expérience, de voir cette évolution et de voir aussi la difficulté de présenter l'efficacité de dispositifs un peu plus doux à des élus notamment, à des décideurs, l'efficacité de ce type de dispositif vis-à-vis d'ouvrages plus conséquents et visuellement beaucoup plus peut-être efficaces, notamment à travers les digues. On a une gouvernance aujourd'hui nouvelle qui se met en place avec des rôles qui sont encore à définir. On en a parlé rapidement, mais avec le gros transfert de compétences GEMAPI qui donne un rôle beaucoup plus fort aux structures locales, que ce soit les structures de bassin versant ou les structures intercommunales. Ça reste une loi récente et on a encore un processus assez complexe de transmission finalement de ce pouvoir. Donc on a encore quelques difficultés parfois selon les secteurs entre la position, on va dire, étatique et régalienne de l'État et les collectivités locales. On l'a vu, on a une évolution, encore une fois, de la gestion, de la vision de la gestion du risque. On a le lutter contre, qui laisse petit à petit la place au mieux vivre avec. Et enfin, je dois conclure quand même sur le dispositif qui est relativement efficace des PAPI. Aujourd'hui, ce dispositif se répand sur la plupart des bassins versants. On compte aujourd'hui plus d'une centaine de dispositifs PAPI à travers la France. Par contre, il est nécessaire que ces dispositifs-là puissent continuer à s'améliorer et il est nécessaire de les pérenniser. Voilà, j'ai terminé cette présentation. J'espère ne pas avoir été trop long et Merci beaucoup, trop M. dans le détail Germano. des différents dispositifs. Merci beaucoup, M. Germano, pour cette excellente présentation qui résume le risque inondation, surtout en France. Donc, on aurait une période de questions s'il y en a. Je n'en ai pas vu pour l'instant dans le chat, mais vous pouvez mettre votre nom, signifier que vous avez une question dans le chat ou l'écrire directement. Et on va vous laisser la parole. On a une dame qui nous demande si les documents seront accessibles sur le web, comme l'outil diagnostic, par exemple. Monsieur Germano, je pense que la question est plutôt pour vous, pour l'outil diagnostic. Alors, l'outil diagnostic, lequel? Est-ce qu'on a abordé du coup les diagnostics, diagnostic territoire ou les diagnostics vulnérabilité? Peut-être que Madame Milo, vous pouvez prendre la parole.
Oui, ben, en fait, bonjour à vous. C'est super intéressant comme présentation. En fait, là, on vous avait présenté en toute fin là, l'outil diagnostic au niveau de Nîmes à l'abri. Donc, c'était plus au niveau résidentiel. Je me demandais là, s'il y avait déjà les documents qu'on pouvait avoir accès. Alors, vous avez des informations sur sur le site internet de Mayan Oui. qui sont déjà mis à disposition. Après, je peux vous faire parvenir déjà des exemples de documents que voilà, on produit sous réserve de toute confidentialité. Mais voilà, je peux vous transmettre déjà quelques éléments d'explication sur la démarche qu'on propose sur le territoire en France. Parfait, merci. On a une question qui vient de rentrer de Madame Perra, de Vivre en Ville. Alors, elle aimerait vous entendre au sujet des constructions adaptées, donc le vivre avec ce nouveau principe, comme le cas du quartier Matra à Romorantin. Oui, ben effectivement, c'est un sujet qui a un peu le vent en poupe en ce moment, pas qu'en France. Je crois qu'au Québec, c'est également un sujet assez important. Euh, Aujourd'hui, on a différents dispositifs. En fait, ça devient une nécessité, puisque donc on a entre le risque inondation, sur certains territoires, entre le risque inondation, les espaces agricoles protégés, les espaces naturels protégés, d'autres contraintes, il y a quand même toujours une pression démographique. Les collectivités ont besoin aussi de se développer. Que ce soit au niveau de leurs activités économiques, voilà, encore une fois au niveau de la population. Donc, il faut trouver des nouvelles solutions. Ce type de quartier, type Romorantin, qui est aujourd'hui très clairement un projet exemplaire dans toute sa définition, c'est des projets qui sont en train de se mettre en place, qui sont assez difficiles, qui sont assez contraignants, puisqu'il y a quand même des surcoûts qui sont quand même assez importants, déjà au moment du lancement de ces projets-là. Et il y a toujours des difficultés réglementaires liées notamment voilà, au plan de prévention des risques d'inondation qu'il faut prendre en compte. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui se développe assez, quand je dis doucement, c'est que ça se développe. Peut-être pas assez rapidement, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Justement, au niveau de ce vivre avec, est-ce qu'il y a des points de rupture où justement les coûts d'intervention vont vraiment excéder l'avantage de rester dans des zones à risque? Est-ce que ces pistes-là ont été explorées? Est-ce que de la même manière, le, excusez-moi, là, j'avais une autre idée puis c'est en train de m'échapper. Mais justement, ce point de rupture et l'équilibre entre intervenir, être prêt à faire face, mais on reste quand même dans des zones à risque, là. Comment est-ce que c'est abordé chez vous? Alors, il y a différentes choses. Par rapport déjà au projet de protection, au projet de protection des quartiers. Donc aujourd'hui, voilà, on a un changement finalement un peu de vision. On essaie de mieux vivre avec, on essaie de s'adapter. Sur certains quartiers en jeu, il n'y a pas d'autre solution que de protéger. Donc il y a encore aujourd'hui des digues qui sont construites en France. Il y a encore des travaux importants qui sont menés sur ces structures-là. Par contre, il a imposé aux collectivités de mettre en place de réaliser des analyses coûts-bénéfices, des analyses multicritères. Donc, ces dispositifs-là ont été fortement préconisés, je dirais presque imposés déjà par la directive inondation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas, on pourrait, mais il n'y aurait pas du coup d'intervention, d'appui financier de la part de l'État et au niveau des autorisations là sur l'eau, je pense que ça serait très compliqué. Mais aujourd'hui, voilà, il est nécessaire d'avoir une analyse coût-bénéfice positive pour pouvoir derrière mettre en place ce type de projet. Il y a donc l'aspect protection, on va dire à grande échelle, donc de type digue. Il y a également d'autres dispositifs, donc on en a parlé rapidement avec la réduction de la vulnérabilité, qui peut permettre de mieux vivre avec. Après, on a également, dans certains cas, des délocalisations. Donc, on va enlever des habitations qui sont vraiment trop exposées et donc on va les enlever des zones à risque. Mais là également, pour qu'il y ait des localisations, donc il faut savoir que la délocalisation, elle est payée à 100% par l'État à travers donc, les fonds Barnier, donc qu'on a évoqué tout à l'heure. Il y a des critères à remplir pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation, de cette expropriation, puisque finalement, on va imposer le rachat de l'habitation aux particuliers.
Et il y a des critères à respecter voilà, qui font qu'on peut ou pas délocaliser ces habitations. Merci. Mais, mon deuxième sujet est revenu, c'était sur le partage du risque finalement. Puis vous l'avez abordé, c'est que parfois les structures, on peut choisir de continuer de vivre avec, mais ce que j'interprète de vos propos, c'est que l'État va se retirer de ce partage-là éventuellement. C'est la collectivité qui en assume le risque d'une certaine manière. Autrement dit, lorsque ça en vaut la peine, c'est plutôt la relocalisation via le fonds Barnier qui est préconisé. Donc, C'est ça. merci beaucoup. Je ne vais pas prendre trop de place. Il nous reste, il est déjà 13h02 à mon écran à moi. Je vais juste faire un dernier tour de table pour vérifier s'il restait d'autres questions. Une dernière. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, on va conclure ici aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Germano. Je vous invite à visiter le site web de Mayan, mais également l'enregistrement sera disponible sur le site web du risque. Il y a des prochains séminaires aussi qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, on espère vous retrouver d'ici là en bonne santé et à une prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ursule, Valérie, c'est bon? Oui. Valérie, je t'invite à terminer l'enregistrement.